Uptober est terminé, place à November Bull. Avant que la vidéo commence, mets un like, un commentaire, partage la vidéo à tes amis, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater. Et si tu as besoin d'un partenaire crypto pour t'aider à make it, regarde la description. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle market update. Alors, il y a pas mal de choses assez intéressantes à dire. Là, on est sur la charte de BTC en monthly. Comme vous pouvez le voir, on aurait pu, à peu de choses près, avoir la plus haute clôture mensuelle jamais enregistrée sur Bitcoin. C'était pas en octobre, peut-être que ce sera en novembre. On verra ça par la suite, j'ai pas de boule de cristal. Mais on va passer sur le graphique et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. En plus du fait que on arrive aux élections américaines qui sont maintenant dans 4 jours, au moment où je tourne la vidéo. Et historiquement, on l'a vu, les élections américaines, c'est les prémices d'une hausse très violente sur le marché crypto. Ok, donc on a la charte de BTC en daily, chirurgical. Chirurgical, le price action est magnifique ces derniers jours. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance de l'analyse technique, vraiment à ne pas négliger les amis. Vous pouvez le voir à travers mes analyses. On est sur de l'analyse technique très simple, support et résistance, trendline. On n'utilise pas d'indicateur magique et vous pouvez voir à quel point on peut tirer des informations qui sont importantes sur le prix. Et franchement, je le répète, l'analyse technique, les amis, c'est ultra puissant et surtout pas à négliger. Alors, on a récupéré cette zone des 70 000 $ qui était une zone clé pour inverser la structure en weekly, daily. C'est chose faite. Actuellement, sur le court terme, comme vous pouvez le voir, on est en train de retester cette fameuse zone. Donc pour l'instant, rien à signaler. Vous pouvez le voir, hein, on est encore et toujours dans cette tendance haussière dans laquelle on fait des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et grosso modo, le price action est chirurgical. Dans un premier temps, on va parler de ces deux trendlines, donc qui sont des résistances obliques. On bute, on prend de l'élan, on casse. On reteste. Première trendline. Deuxième trendline. On bute, on prend de l'élan, on casse, on reteste. C'est chirurgical. L'analyse technique sur BTC ces derniers temps, c'est vraiment très précis. À peu de choses près, on aurait pu partir en discovery price si on avait réussi à passer 100 points ou 200 points plus haut. Bon, ce ne sera pas au mois d'octobre malheureusement, peut-être au mois de novembre. Quand on voit la structure haussière sur le court terme, ça donne de l'optimisme quant au fait qu'on puisse continuer à aller faire des points hauts. Et si on fait un point haut, sur ce point-là, on part en discovery price. Donc potentiellement très intéressant. Maintenant, voilà, faut pas négliger le potentiel scénario baissier ou du moins un scénario de volatilité très forte dû aux élections américaines et envisager potentiellement qu'on puisse retourner à 65 000 $ pour aller racler les stop loss qui sont derrière ça ou sous le niveau psychologique des 60 000 $. C'est pas impossible qu'on ait un scénario dans lequel on fait un gros pic vers le bas avant de faire un gros pic vers le haut puisque explosion de la volatilité. Donc voilà, il faut se préparer à tous les scénarios. Et c'est pour ça qu'on va parler dans cette market update de l'order flow et des positions à effet de levier, puisqu'il faut que vous compreniez à quel point les gens utilisent mal les effets de levier et à quel point on est dans des zones, dans des timings de marché dans lesquels il ne faut absolument pas se faire wipe out. Ok, donc là on est sur l'order flow. Donc j'utilise Coinalyse qui est un outil gratuit si vous voulez un petit peu regarder l'order flow sans avoir à payer. Globalement, ce qu'on a à l'écran, donc on a le prix, bien entendu, on a les liquidations, donc les pics vers le bas, c'est des liquidations longues, les pics vers le haut, c'est des liquidations short. En dessous, on a le long short ratio, donc c'est le pourcentage de long en bleu et le pourcentage de short en rouge actuellement dans le marché. On a en dessous l'open interest, donc c'est le cumul de toutes les positions longues et de toutes les positions short dans le marché. Et on peut le voir, voilà, il y a une corrélation entre les endroits auxquels on a des pics de liquidation et l'open interest qui descend. Une liquidation, c'est une position sortante, du coup, ça fait baisser l'open interest. En dessous, on a le CVD, donc c'est le
le delta entre les positions entrantes et sortantes au marché, d'accord. En orange, ça va être le spot et en violet, ça va être le perp. Donc, je le mets à l'écran, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas le truc que je regarde le plus. Et en dessous, on a le funding. Donc le funding, c'est le taux de financement qui s'échange entre les longues et les shorts. Donc c'est le frais que payent les longues, en l'occurrence, puisque le funding est positif, envers les shorters. Et quand le funding est négatif, c'est les vendeurs qui payent les longues pour maintenir leur position. Pourquoi est-ce que l'order flow est très très intéressant? On peut le voir, quand le prix baisse de quelques pourcents, il y a des liquidations en chaîne. Pourquoi? Puisque les gens utilisent des effets de levier énormissimes et malheureusement, ils prennent des liquidations, ils se font défoncer, ils payent des frais de transaction, ils perdent du dollar ou des BTC qu'ils auraient pu mettre en spot et malheureusement, pourquoi ils le font? Par pure avidité, puisqu'il FOMO et que ils veulent contrôler la plus grosse position possible avant l'envolée. Sauf que le marché, on le voit, ça fait 7 mois qu'il fait que du range et que tu sois long ou short, tôt ou tard, ton stop loss, il se fait exploser. On peut le voir sur les 24 dernières heures, on a rect 286 millions de dollars, dont 254 millions de longues. Et c'est les pics de liquidation que vous voyez précédemment sur l'order flow. C'est monumental. Il y a 250 millions de dollars qui sont partis dans la nature puisque les gens sont avides. C'est ultra dommage selon moi, étant donné la structure de marché, le timing de marché dans le cycle, de se faire défoncer maintenant et de perdre de l'argent aussi bêtement par pure avidité. Et on peut le voir sur la liquidation map de CoinGlass, qui pareil est un outil gratuit. On le voit en orange, c'est les effets de levier x100, en orange les x50, donc c'est des très très gros effets de levier. x50, le marché chute de 2%, tu te fais liquider. x100, le marché chute de 1%, tu te fais liquider. Et on le voit de part et d'autre du prix, il y a énormément de gros effets de levier qui sont positionnés. Et malheureusement, le marché, il suffit qu'il y ait un petit excès de volatilité pour que tous ces gens-là, ils se fassent prendre leur liquidation. Et on le voit, il y a énormément de liquidations short autour des 71 500 dollars. Et comme vous pouvez le voir sur le prix, mais c'est même pas un niveau technique intéressant à défendre. Les gens utilisent les effets de levier n'importe comment. Regardez ça. Les 71 500, ils sont là, c'est absolument pas un niveau technique clé. Encore, tu as une liquidation en discovery price et ton invalidation, c'est ok, si le prix fait un ATH et qu'on entre en discovery price, je sors de ma position vendeuse puisqu'on a passé une zone clé. Mais là, les gens font n'importe quoi. Il y a des millions et des millions de dollars de liquidation à 71 500 dollars. On est sur du 800 millions de liquidation, 921 millions de liquidation. Les gens, c'est des fous malades. N'utilisez pas les leviers comme ça. La devise du Mirror Club, c'est no hodl, no DCA, no leverage, no shitcoin. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un partenaire crypto pour make it avec les bonnes stratégies, puisque sinon, vous allez vous retrouver parmi les 900 millions de dollars de liquidation qui vont se faire défoncer dans quelques semaines ou dans quelques jours ou dans quelques mois. Et malheureusement, on le sait, la majorité des gens qui utilisent des effets de levier, et encore plus des x50 ou des x100, ne sont pas des traders rentables. Bon, on ferme la parenthèse sur BTC. Ethereum, toujours très très inquiétant selon moi, vraiment. Ça sous-performe face au dollar, ça sous-performe face à BTC, ça sous-performe face à Solana. Globalement, c'est le safe bet le plus risqué que vous puissiez avoir actuellement dans votre portefeuille crypto. Donc je le répète, je ne dis pas que j'ai pas d'Ethereum, j'en ai simplement de moins en moins puisque je rotate, je prends du bêta et je fais en sorte de maximiser mes performances sur Ethereum puisque le prix est trop décevant. C'est beaucoup trop décevant. On est encore et toujours dans cette fameuse phase de, si on peut appeler ça une latéralisation, compression, je ne sais pas trop ce que c'est. Globalement, on a encore et toujours besoin de récupérer cette zone pour inverser la structure en daily, weekly. Et globalement, le prix est très faible et sous-performe très fortement. Sur ce petit spike ici, Ethereum avait légèrement surperformé.
Mais en fait, globalement, quand Ethereum surperf, ça dure jamais plus de 12 heures. En fait, c'est très très frustrant. Et on va le voir face à ETH-BTC juste après. On est vraiment au fond du seau. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a ETH-BTC qui est au fond du seau complet. C'est vraiment ultra inquiétant selon moi. Et quand je regarde ce qui s'est passé par rapport au cycle précédent, on avait marqué un bottom sur ETH-BTC, on va dire en janvier 2020. Et entre janvier 2020 et novembre 2020, ETH-BTC avait fait x2. Ça veut dire que Ethereum avait 2 fois mieux performé que Bitcoin. En 2024, depuis janvier, Ethereum est en train de se taper un moins 41% face à Bitcoin. C'est monumental. La sous-performance d'Ethereum est franchement inquiétante selon moi. La dominance Bitcoin n'a jamais été aussi élevée depuis 2 ans. La dominance Ethereum n'a jamais été aussi basse depuis 2 ans. Et je le répète, c'est le safe bet le plus risqué qu'on puisse avoir actuellement en portefeuille, puisque ça fait de moins en moins de sens d'avoir de l'Ethereum en portefeuille. On le voit, il se fait grignoter des parts de marché par Solana très très fortement. Et il y a de fortes raisons de penser que ça va continuer lors de ce cycle. Donc on fait un petit tour sur Solana Ethereum. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est en ATH. Je vais mettre le graphique en daily pour qu'on voit un petit peu plus à court terme. C'est monumental comment Ethereum se fait exploser face à Solana, et ça de manière interminable depuis plus d'1 an. Sur le court terme, on a un espèce de double top en daily. Globalement, je ne pense pas que ça remette en cause la tendance à moyen terme. Je pense qu'un dip serait une opportunité pour pouvoir faire une rotation de Ethereum vers Solana et ainsi avoir de meilleures performances. Et globalement, voilà, moi je pense qu'on peut atteindre du 0,01 sur Sol Ethereum. Admettons que Ethereum retourne à 4000 $, ça fait un Solana à 400 $. Admettons qu'Ethereum recatche son ATH, ça ferait un Solana à 500 $. Si on atteint les 0,1 au top de marché avec un Ethereum à 10 000 $, chose pour laquelle je suis de moins en moins optimiste, ça nous ferait un Solana à 1000 $. Donc on se rend compte que les 0,1 sont plus qu'envisageables et peut-être même plus étant donné ce qui se passe vis-à-vis des metrics on-chain, de l'adoption, de l'utilisation, des narratives. Globalement, Ethereum est vraiment beaucoup moins intéressant que Solana en tout point. On aura aussi des annonces économiques aujourd'hui. Donc on est le premier vendredi du mois au moment où je tourne la vidéo. Le premier vendredi du mois, c'est le NFP, d'accord? Donc c'est Non-Farm Payroll. Donc ça va être la création d'emplois en dehors du secteur de l'agriculture, d'accord? Donc c'est une data qui arrive une fois par mois et qui est très très attendue puisque elle témoigne de la santé économique des États-Unis. Ça peut potentiellement amener de la volatilité. Hier, on a eu aussi des datas qui étaient importantes. On a eu le PCE, donc ça va être un CPI un petit peu plus large. On va dire que le PCE c'est un petit peu plus large et global. Le CPI, ça va être un petit peu plus spécifique. On était au niveau du forecast. Donc le forecast, c'est quoi? C'est les attentes. Par contre, on était au-dessus du previous. Donc rien de spécialement alarmant, même si on aurait aimé être au moins au niveau du previous et en dessous le forecast, ce qui aurait été une bonne nouvelle puisque ça veut dire que les prix de consommation aux États-Unis sont en baisse, tout simplement. Employment Cost Index, donc le coût d'employer quelqu'un, donc le coût des salariés pour les entreprises baisse. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant pour les entreprises, hein, bien entendu, puisque plus les entreprises payent cher leurs employés, plus ça va se répercuter sur les prix. Et si ça se répercute sur les prix, on va avoir un PCE qui augmente et un CPI qui augmente aussi, puisque ça va créer de l'inflation. Et Unemployment Claims, on a eu une bonne data, puisque il y a moins de demandeurs d'emploi que les attentes. Donc ça, c'est très très positif. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Mets un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage la vidéo. Je le répète, si tu as besoin d'un partenaire crypto pour make it sur ce cycle, regarde la description, on a quelque chose pour toi. Bonne journée et à la prochaine.